Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Nous sommes le lundi 10 mars. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Très content de vous retrouver après une petite semaine de pause, semaine de relâche. Dans mon cas, un peu de repos en famille. Ça a été fort agréable, fort reposant. Merci à Claude-Sophie et à Naïla qui ont pris le relais, toutes deux, à la barre de la une et des radiojournaux au cours de la semaine passée. Content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y en a qui commencent peut-être une semaine de congé. Il y a des relâches qui se poursuivent, entre autres en Ontario. Alors, profitez-en si c'est votre cas. Autour de la table avec moi déjà Storcy, Véronique et Vincent. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va, Vincent, se parler ensemble, évidemment, de cette nouvelle politique. Victoire, presque un couronnement pour Mark Carney, qui devient le nouveau chef du Parti libéral du Canada, avec presque 86% des appuis des membres du Parti libéral qui ont voté. Oui, une victoire sans équivoque au premier tour, 86% pour Mark Carney. Une victoire écrasante sur Chrystia Freeland, qui, elle, a perdu son pari avec à peine 8% des votes. Elle termine deuxième, très, très loin derrière l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. Le Parti conservateur qui a rapidement réagi avec une publication sur ses médias sociaux où on voit Justin Trudeau, là, justement, déposer cette couronne sur la tête de Mark Carney, bien assis sur le trône au sommet du Parti libéral. Je vais vous revenir sur le discours, surtout, de Mark Carney. On sent très bien que le thème de des prochaines élections générales, ce ne sera pas vraiment la course qui est le meilleur gouvernement entre les conservateurs et les partis libéraux, mais vraiment la cible va être Donald Trump et les États-Unis. Ça, c'était très, très clair hier soir. Parfait. Alors, on va y revenir, effectivement. Donc, au cours des prochains jours, il deviendra officiellement le prochain premier ministre du Canada. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes. Vincent en parlait. Donald Trump sera certainement la cible de Mark Carney. Au cours d'une prochaine campagne électorale qui pourrait arriver ce printemps, eh bien, il y a toute la question des tarifs, de nouveaux tarifs, donc, ou en fait des tarifs qui vont toucher le secteur de l'aluminium, entre autres de l'acier, qui devrait entrer en vigueur cette semaine, mercredi. Jean-Philippe va nous donner les derniers développements dans ce dossier-là. Je sais que ça devient un peu mêlant par moment avec l'imposition de ces tarifs. Puis Jean-Philippe va venir nous raconter tout ça dans les prochaines minutes. Véronique, je me tourne tout de suite vers vous. Bonjour. Bonjour. Pour parler de météo et ce qui nous attend cette semaine. Un peu plus de... il y a du temps doux, en tout cas. Il y a beaucoup de fluctuations cette semaine. Ça va bouger. Oui, une semaine mouvementée. Là, si vous ouvrez à peine l'œil, là, c'est l'hiver ce matin. Oui, clairement. On a de la neige au sol. Ben oui, peut-être, je dirais quoi, 2 à 4 centimètres environ. Ça ressemble à ça pour le sud du Québec. Un petit peu moins vers les régions plus au nord, mais c'est un matin enneigé. Les températures vont quand même grimper aujourd'hui, là, 2 à 4 degrés. Alors, les flocons, ça cesse graduellement ce matin. On aura un ciel variable par la suite. C'est quand même une journée intéressante. Venteux de l'ouest, 20-40 km à l'heure pour l'instant. Le mercure oscille autour de moins 4 à moins 6 dans le sud du Québec ce matin. Ça va se réennuager au cours de la matinée demain. Et là, on aura quelques petites averses, mais sous forme de pluie cette fois, parce qu'avec les vents du sud, demain, les températures vont grimper. Donc, on s'en va vers du 9 à 12 degrés pour la journée de mardi. Ça va être assez bref, et comme il y aura pas mal de vent, on n'aura peut-être pas cette impression là, du 9 degrés, mais quand même, il y a une poussée de douceur mardi. Retour du froid assez, je dirais, la marche va être haute là, mercredi. On sera autour de moins 13, moins 15 dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, on passe de 6 à 9 degrés, 10 par endroit, moins 13, moins 15 dans la nuit, et on sera entre moins 1, moins 3 mercredi avec pas mal de soleil. Et quand je parlais de fluctuation, c'est qu'ensuite, le mercure va continuer à remonter un peu pour atteindre une douceur un peu plus marquée le week-end prochain. Le week-end prochain, il y a un gros système à surveiller. Essentiellement de la pluie, on pourrait dépasser la barre du 10 degrés dans le sud du Québec. Alors, ça reste à voir, mais disons que ça va être une semaine en dents de scie côté météo. Il faut s'y préparer. On a un petit peu de neige en Abitibi encore ce matin. Ça devient variable par la suite, près de zéro aujourd'hui. Le Saguenay, le
Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on y va avec un ciel variable, un petit peu de neige ici et là, rien de trop important aujourd'hui. -3, -4 degrés, plus doux demain avec de la pluie. La Gaspésie, la Côte-Nord, ça se passe sous le soleil. Ils en ont eu de la neige en fin de semaine passée, près d'une trentaine de centimètres par endroit là, dans l'est du Québec. Donc là, ce matin, il fait beau là-dessus. -3, -6, ce sont les maximums anticipés, de la douceur à venir aussi dans les prochains jours. En territoire ontarien, ça sent le printemps. Toronto, Windsor, sous le soleil, 9 à 13 degrés aujourd'hui. Ça va grimper jusqu'à 5 du côté d'Ottawa, mais c'est plus nuageux. Quelques éclaircies. Nuageux également sur la portion nord, 5 à 6 degrés. Dans l'ouest, on a cette neige là en secteur montagneux pour la région de Vancouver, mais plus au sud, carrément nuageux, avec un petit peu de pluie ici et là. Edmonton et Calgary, on demeure en secteur doux, sous un ciel variable, 3 à 5 degrés, alors que les conditions sont beaucoup plus hivernales. Vers Regina, Winnipeg, c'est du -10, -11, un petit peu de neige, avec pas mal de vent et de la poudrerie. Donc, pour le sud du Québec, on retient semaine en dents de scie, poussée de douceur mardi et douceur marquée le week-end prochain. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Tiens, un autre qui revient avec nous aujourd'hui, Olivier Pellerin. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, on va commencer en parlant de hockey. Le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, qui a atteint un plateau hier dans la victoire de son équipe. C'est toujours intéressant, lorsqu'on revient de vacances, de retrouver quelques pantoufles et les buts. le palmarès des buts d'Ovechkin. Les buts marqués par le capitaine des Capitals de Washington, c'est toujours, ça semble être une constante cette année. On en a beaucoup parlé. Ça. On continuera de le faire au cours des prochaines semaines et des prochains jours parce que là, on se rapproche dangereusement du record de Wayne Gretzky. Hier, il a marqué encore une fois Alexander Ovechkin dans une victoire de 4-2 face au Kraken de Seattle. Un but marqué dans un filet désert. C'est son 886e en carrière. Il n'est plus qu'à 8, donc, du record de Wayne Gretzky, 9, donc, de détenir ce record. Et hier, il a aussi atteint le plateau des 1600 points en carrière. Il est donc le 7e joueur de l'histoire avec le plus haut nombre de points avec une seule et même équipe. On sait qu'il a disputé toute sa carrière, Ovechkin, avec les Capitals. Et donc, il ajoute un record comme ça, ou pas un record, mais du moins une marque intéressante pour lui. Et donc, dans un match qui a été assez, il faut le dire, assez physique hier face au Kraken. Donc, belle victoire pour les Capitals qui poursuivent, eux, leur quête du sommet dans la Ligue nationale de hockey. Le Kraken qui sera l'adversaire du Canadien de Montréal mercredi. Il y aura un match avant ça quand même, un match demain contre les Canucks de Vancouver. On sait que le début de ce voyage dans l'Ouest canadien a été compliqué pour le Canadien. 2 défaites, un seul point donc amassé sur une possibilité de 4, oui. Donc, ce serait intéressant de voir si le Canadien pourra mettre fin à cette séquence de 2 défaites consécutives au cours des prochains jours. Parlons de curling. La Libertin, Brad Jacobs a mis la main sur le Brier. Oui, le haut fait d'armes de Brad Jacobs a été de battre donc les triples champions en titre du Brier, ce championnat canadien chez les hommes en curling. Ça avait été fait en demi-finale face à Brad Gushue. Et hier, il avait l'équipe du Manitoba menée par Matt Dunstone. Nom de famille tout à fait à propos, Matt Dunstone, donc la pierre. Donc, il était donc en finale face à Brad Jacobs et ça a été une victoire au 10e et dernier bout du match, une victoire de 5-3 et pour donc filer avec son 2e Brier en carrière. Il l'avait remporté son premier en 2013, imaginez. Donc, il a attendu un bon moment avant de pouvoir soulever longue carrière de ce fameux trophée qui donne donc accès au championnat du monde masculin qui se dérouleront à Moose Jaw en Saskatchewan dès le 29 mars prochain. Au football, dans la Ligue nationale, dans la NFL, on est à l'aube de l'ouverture du marché des joueurs autonomes et on va surveiller entre autres ce qui va se passer à Buffalo. Fin de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on se prépare pour la prochaine saison dans la NFL. Donc, les équipes qui voudront peut-être sécuriser leurs gros contrats, leurs gros joueurs qu'ils veulent conserver au cours des prochaines saisons avant peut-être de les voir partir lors de cette période des joueurs autonomes qui s'ouvrira donc mercredi. Et la plus grosse action d'hier, ce sont les Bills de Buffalo qui l'ont fait avec cette signature, cette prolongation de contrat pour le quart arrière Josh Allen. Donc, 6 ans, 330 millions de dollars américains. On dit qu'il y a 250 millions de dollars déjà garantis. Donc, peu importe ce qui se passera sur le terrain, Josh Allen empochera au moins 250 millions de dollars. Ça, c'est un record dans la NFL. Jamais un joueur avait eu autant d'argent sécurisé comme ça au début d'un contrat. Il a été le joueur le plus utile, a aidé son équipe au cours de la saison dernière. C'est un quart arrière excellent. C'est un joueur de concession pour les Bills de Buffalo. Ils ont voulu récompenser les actions de leur quart arrière. C'est une des signatures qui ont été annoncées hier. Il y a eu aussi, entre autres, une transaction là, chez les Seahawks qui a envoyé DK Metcalf, le receveur, costaud receveur du côté de Pittsburgh. Mais donc, ça déboulera comme ça d'ici mercredi. Puis après, ce sera la folie. On verra les millions couler et on verra les joueurs peut-être changer d'adresse. Les centaines
centaines de millions coulés dans la NFL. J'avais oublié des zéros. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Salut, bonne journée. Au revoir. Alors, c'était le candidat qui avait récolté le plus d'appui au sein du caucus du Parti libéral du Canada. Les sondages le donnaient comme le favori, comme le vainqueur, mais vraiment une victoire écrasante. 85,9 % des voix, pour être très précis. Et donc, Mark Carney est devenu le chef du Parti libéral du Canada. Il va succéder officiellement Justin Trudeau comme premier ministre du Canada dans les prochains jours, les prochaines heures. Les membres du PLC, donc, se sont, Vincent, massivement ralliés derrière Mark Carney. On était très loin hier soir des jeux de coulisses et des divisions qu'on a connues au sein du Parti libéral au mois de novembre dernier. Le Parti libéral qui a voulu projeter l'image d'une grande famille très réunie. Ce sont Ella Grace Trudeau et Chloé Carney, les enfants qui ont présenté leur père, le patriarche Jean Chrétien qui était en avant-scène, bien présent tout au long de la soirée, et Justin Trudeau qui a présenté l'image d'un chef heureux de laisser sa place, heureux de se concentrer maintenant sur son rôle de père. Bref, la menace tarifaire semble avoir redonné vie aux militants libéraux, le Parti libéral qui, comme vous l'avez dit, se rallie massivement derrière son nouveau chef. Il a été question de Pierre Poilievre dans le discours de Mark Carney, mais c'est surtout Donald Trump qui a été la cible du nouveau chef du PLC. Oui, et le ton est toujours le même. Le nouveau chef n'a pas l'intention de baisser les tarifs avant d'avoir gagné le respect de Washington. Mark Carney qui se dit prêt à jeter les gants comme au hockey. Et le Canada gagne toujours au hockey. La menace, selon lui, vient du Sud. Et pour Mark Carney, c'est la pire de notre... C'est la pire menace que le pays auquel le pays fait face là, depuis notre génération, rien de moins. Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre territoire, notre pays. Pensez-y, ça va détruire notre façon d'être. Donc, à écouter Mark Carney, l'heure est très grave. Pour se défendre, le Canada, dit-il, doit avoir l'économie la plus forte du G7. Pour gagner face aux Américains, il va falloir réaliser de grands changements sans donner, par contre, trop de détails sur ce qu'il veut faire. Nous devrons construire des choses que nous n'avions jamais imaginées à un rythme que nous n'aurions jamais cru possible. Et surtout, nous devons mettre les gens avant l'argent. À écouter le nouveau chef libéral, l'enjeu de cette prochaine campagne électorale là, qui aura probablement lieu quelque part au printemps sera la défense du Canada face aux Américains. Oui, et pour Mark Carney, Pierre Poilievre, dans ce contexte, n'est qu'un politicien de carrière qui divise, qui ne croit pas dans les institutions qui incarnent le Canada, comme la Banque centrale, Radio-Canada, qui va rester les bras croisés face au changement climatique. Il insulte nos maires et il ignore les Premières Nations quand il est temps de bâtir. Il mettra fin à l'aide internationale, alors que la démocratie et les droits de la personne sont en péril à travers le monde. Et il laissera notre planète brûler. Mark Carney qui aussi parle de la protection du français comme un élément important là, dans la défense de l'identité nationale canadienne face aux Américains. On va écouter ça. Aux États-Unis, on ne reconnaît pas les différences et il n'y aura jamais de droit à la langue française. La joie de vivre, la culture et la langue française font partie de notre identité. Il faut les protéger, il faut les promouvoir. On ne les échangera jamais pour n'importe quel accord commercial. Donc, en plus d'être chef libéral, Mark Carney devrait devenir premier ministre plus tard cette semaine lors du transfert de pouvoir. Ensuite, c'est de savoir quand il y aura des élections générales. Ça devrait venir assez
rapidement. Oui, on avait compris de Mark Carney, avant qu'il ne devienne chef, là, qu'il voulait probablement déclencher des élections plus tôt que tard. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Justement, on va continuer de parler de ce sujet-là parce que vous vous doutez bien que ce matin, c'est ce qui retient l'attention des journaux. Revue de presse avec Gabriel Lemarque-Ampero que je retrouve dans notre studio d'Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, évidemment, c'est en une d'à peu près tous les quotidiens au pays, cette élection de Mark Carney à la tête du PLC. Carney prend la barre, titre ce matin le Toronto Star. Mark Carney, prochain premier ministre, c'est la une ce matin du Devoir. Et Carney face à Trump et Poilièvre, titre ce matin le Journal de Montréal. Couronné, titre la presse ce matin. Beaucoup d'articles, beaucoup de chroniques ce matin dans les journaux. Le Courrier international, lui, rappelle ce matin que Mark Carney devrait convoquer des élections d'ici une dizaine de jours. 2 dates sont évoquées, le 28 avril ou le 5 mai pour les élections. Analyse à lire ce matin dans les pages du Journal de Montréal de Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire ici même à Ottawa. Il dit, pour mettre sa victoire en perspective, notons que Pierre Poilièvre avait gagné la sienne avec moins de 70 % des voix, alors que M. Carney, hier, c'est à 86 % du vote des militants. Les militants libéraux voulaient visiblement vivre leur moment Carney, écrit Guillaume Saint-Pierre ce matin. Chronique à lire aussi de Campbell Clark dans les pages du Globe and Mail. Un technocrate pour s'éloigner de Justin Trudeau et traverser les périodes difficiles. Le résultat qui a été écrasant hier. Et tous ceux qui ont pris la parole hier soir lors de cette course à la direction du parti, ont fait de la question des menaces tarifaires l'unique enjeu de leur discours, dit Campbell Clark dans les pages du Globe and Mail ce matin. Analyse à lire aussi de Fanny Olivier sur notre site internet radiocanada.ca. Mark Carney a devant lui 3 tâches hautement complexes qu'il doit manœuvrer en simultané. Prouver qu'il a l'étoffe d'un politicien, mener ses troupes dans une campagne électorale qui promet d'être sans pitié et faire ses premières armes de leader dans un contexte géopolitique inédit. Et je termine avec la presse ce matin. D'abord, la chronique de Paul Journet dans les pages numériques du quotidien. À partir de maintenant, tout va aller très vite pour Mark Carney. M. Carney aura intérêt donc à déclencher sans trop tarder la campagne électorale. Il maximisera ainsi l'effet de nouveauté, écrit le chroniqueur de la presse. Et la presse publie également une lettre ouverte de Miville Tremblay, ancien collègue du nouveau chef libéral Mark Carney à l'époque où celui-ci dirigeait la Banque du Canada. Et ce que dit Miville Tremblay dans les pages de la presse, c'est qu'il se souvient d'un patron très exigeant, animé par la défense d'un bien commun. Et c'est la une aussi ce matin du Guardian à Londres qui titre « L'ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre sera le prochain premier ministre du Canada ». On ne sait pas encore quand M. Carney prendra ses fonctions, mais il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020. Parlons des patrons de la SAAQ qui se sont accordés des hausses salariales, Gabriel, juste avant le dérapage Saclay, ça fait l'objet d'un article dans le Journal de Montréal. Oui, c'est à la une notamment du quotidien ce matin. Juste avant le lancement de Saclay, le conseil d'administration de la SAAQ a accordé de généreuses hausses salariales à ses vice-présidents. Les principaux artisans, dit le journal, du fiasco ont ainsi vu leur rémunération globale bondir de plus de 25 000 $. C'est le 15 septembre 2022 que le conseil d'administration de la SAAQ a approuvé ces modifications à la structure salariale de ses vice-présidents. Et selon les procès-verbaux qui ont été obtenus, nous dit le journal, par le Parti libéral du Québec via la loi d'accès à l'information, cette nouvelle politique salariale a été définie à partir d'une grille à 2 niveaux. L'ancien PDG, Denis Marcellet, il souligne l'importance des vice-présidents au sein du conseil du comité de direction, justifiant ainsi ces ajustements. Mais des révélations qui ont de quoi faire sourciller ce matin. On dit souvent là, que tout est une question de timing dans la vie. On a la preuve ce matin dans les pages du Journal de Montréal. Merci, Gabriel. Bonne journée. À demain. Alors, cette semaine sera encore une fois certainement marquée par une nouvelle vague de tarifs douaniers à l'endroit du Canada. Cette fois, ce sont les secteurs de l'acier et de l'aluminium qui sont ciblés par Donald Trump. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Donc, une autre semaine où il sera abondamment question de tarifs et le secrétaire au commerce américain a confirmé hier que, justement, le secteur de l'aluminium et de l'acier allait être ciblé. Oui, effectivement. Donc, les semaines, Mathieu, se suivent et se ressemblent depuis que Donald Trump est en poste à la Maison-Blanche, même si le président, on le sait, a imposé
imposé un sursis la semaine passée sur de nombreux produits canadiens. Il va revenir à la charge cette semaine. À partir donc de mercredi, les États-Unis vont imposer des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada. Le secrétaire, vous l'avez dit, donc au commerce, Howard Lutnick, donc qui l'a bel et bien confirmé hier dans une entrevue qu'il a accordée au réseau américain NBC. C'était dans le cadre de l'émission Meet the Press. L'émission du dimanche, effectivement. Oui. Émission politique du dimanche sur un des grands réseaux américains. Et les producteurs d'acier chez nous, au pays, ont des craintes. Oui, évidemment, parce qu'ils vendent la moitié de leur production au sud de la frontière, donc aux États-Unis. Alors, il y a François Desmarais de l'Association canadienne des producteurs d'acier. Lui, Mathieu, qui craint le pire pour l'industrie si Donald Trump va de l'avant, comme il le dit, donc mercredi avec un 25 % et qu'il décide finalement par la suite, Mathieu, d'imposer la vague de tarifs de 25 % sur l'ensemble des produits canadiens. Vous savez, cette vague de tarifs là, qu'il a mis sur pause la semaine passée et qu'il décide finalement le 2 avril d'aller de l'avant. On écoute M. Desmarais. Donc, cette fois-ci, on parle de 50 %, ce qui, grosso modo, rend impossible de vendre quelconque produit canadien d'acier aux États-Unis dans une année très, très, très rapprochée. Et comme je le disais au tout début, 50 % de la production d'acier canadienne est écoulée au marché américain. Donc, en perdant l'accès au marché américain, ça va être très dévastateur pour notre industrie nationale. On parle vraiment de scénario apocalyptique. Oui, c'est pas drôle quand on l'écoute. Il y a 23 000 emplois directs dans le secteur de l'acier, 100 000 emplois indirects. La majorité des aciéries, Mathieu, sont en Ontario. On parle de ventes annuelles d'environ 10 milliards de dollars. Et donc, devant les menaces de Donald Trump, il y a déjà les compagnies qui ont commencé à faire des mises à pied. Oui, c'est le cas, entre autres, de la compagnie Algoma Steel de Sault-Sainte-Marie en Ontario, qui a déjà mis à pied temporairement une vingtaine d'employés. À Hamilton, dans le sud de l'Ontario, on retrouve plusieurs aciéries, Mathieu. La mairesse de la ville, elle est inquiète. Elle craint évidemment des pertes d'emplois. Elle craint également l'impact économique pour sa ville. Mais Dominique Lemieux, lui, du syndicat des métallos, lui affirme qu'il y a une bataille qui est menée à l'heure actuelle, que cette bataille-là, oui, elle se mène au Canada, mais également aux États-Unis. On l'écoute. Unanimement, tous les syndicats majeurs américains, industriels ou pas, demandent à l'administration Trump d'arrêter ces tarifs-là parce qu'il va y avoir des pertes d'emplois du côté américain aussi. Alors, il faudra voir ce qui va arriver. Donc, à partir de mercredi, des tarifs douaniers là, de 25 % sur l'acier et l'aluminium. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Entre autres choses, ce que l'on va surveiller aujourd'hui, conférence de presse du ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, justement, sur la laïcité de l'État. Et François Legault, le premier ministre, lui, doit prononcer un discours devant des militants caquistes. Il sera à Terrebonne. Il y a une élection partielle, donc c'est dans la grande région de Montréal, élection partielle. Donc François Legault y sera un peu plus tard aujourd'hui. Voilà pour cette édition d'À la Une. Bien content de vous retrouver. Je vous souhaite un bon début de semaine. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.